Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Je vous propose de découvrir le parcours d'Antoine Voland-Logeret, cofondateur de Puzzle Agency. Il partage avec nous son regard éclairé sur le marketing d'aujourd'hui et nous dit pourquoi le marketing à la papa, c'est fini. Rencontre avec un UX Growth Marketer bienveillant. Tout est dit, c'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast du MBA DMB. Et je suis d'autant plus ravie qu'à mon avis, ton parcours va inspirer pas mal de personnes. Grosse pression. On espère. C'est bien, on commence tranquille comme ça. C'est ça. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire peut-être quand est-ce que tu as fait le MBA, ce que tu avais fait avant, et puis maintenant sur quel chemin tu es? Qui je suis? Alors, Antoine Voland-Logeret, donc j'ai fait le MBA en part-time. Ça remonte déjà il y a 4 ans, je crois que c'était en 2016-2017. Alors, petit flashback, à la base, moi je suis un littéraire. Donc, D'accord. qui a fait des études de lettres, donc prépa, philosophie, et ensuite master d'édition à la Sorbonne. Et voilà, j'adore la littérature, bon ça tu l'auras compris, mais c'est un secteur qui est extrêmement bouché, mal payé, management des années 80, etc. Donc je me suis dit que j'allais pas forcément y rester et j'ai fait des études complémentaires en école de commerce à l'ESSEC. Et à l'ESSEC, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Vincent Montet, ça doit te dire quelque chose. Bien sûr, ouais, ça me parle un petit peu. Et Vincent, il m'en a foutu un peu plein la gueule avec le digital. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu mon Facebook, je sais pas, je devais avoir 18 ans. Donc j'étais un peu un tardif à la base. Et donc j'ai voulu rattraper tout ça, donc j'ai fait le DMB. Voilà, donc mes 3 premières années professionnelles, ça a été via le réseau DMB que je l'ai eu. Et j'ai aussi rencontré les gens du laptop qui forment en fait à l'UX Design et qui m'ont formé. Et en fait, les gens du laptop m'ont fait rencontrer Christina Goudim, donc, qui est une de mes associées aujourd'hui au sein de Puzzle, donc, qui est une agence de marketing et design digital qu'on a montée il y a 2 ans maintenant. Donc, ce qui répond à la question qui suis-je aujourd'hui, je suis associé dans une agence de design et de marketing digital et professeur à mes heures perdues à l'ESSEC, à l'EFAP et au Gobelin. Ok, génial. Voilà. Super beau parcours. Et du coup, le laptop, tu as suivi une formation donc après le MBA, tu travaillais en même temps à ce moment-là ou... Ouais, en fait, je faisais mes formations sur mes jours de congé. D'accord. Et donc oui, effectivement, j'ai suivi une formation en UX design et après, je suis devenu pote en fait avec les fondateurs. Et de fil en aiguille, j'ai fait des hackathons, de l'accompagnement de startups de l'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes 2 associées. Et donc aujourd'hui, Et Puzzle, aujourd'hui, Puzzle. Et donc, ce qui fait une parfaite transition. n'est-ce pas, hein? Alors, Puzzle, qu'est-ce que c'est? Puzzle, donc, est une agence de... Non, Puzzle, c'est une agence de design et de marketing digital qui est en fait fondée sur un postulat assez simple, c'est celui que le marketing à la papa est en train de crever gentiment, et c'est plutôt une bonne chose. Et qu'aujourd'hui, en fait, le marketing a besoin de se réinventer en se mettant au service de l'utilisateur et surtout d'apporter, en fait, de faire évoluer les comportements, mais dans le sens positif, en fait, au service du monde de demain. Et bien sûr, tout ça, ça génère du business, mais les marques durables sont des marques qui vont être au service. Et voilà, donc Puzzle, c'est un peu cette utopie à la base, donc du marketing et du design réunis au sein d'une même bannière. Donc on a été créé il y a 2 ans et demi. À la base, en fait, tu as 3 fondateurs. Donc, tu as Christina Goudim qui avait une petite agence qui s'appelait Workaholic, spécialisée en UX design. Ouais. Tu as eu Alexandra Lucas qui est une ancienne DG d'un fabricant joaillier de luxe qui a apporté tout ce qui est côté DAF et financement. Et tu as moi qui a apporté la dimension marketing. Et aujourd'hui, on est 9. Donc voilà. Et on bosse pas mal avec le secteur de l'habitat et de l'immobilier, avec la PER, Caparca, le groupe Qualitel, avec la santé aussi, avec Dr Button, Ophtalmologie Express, et de manière générale avec les startups et les nouvelles technologies. Voilà. Généralement, on bosse sur des sujets assez velus et pas forcément sexy, mais justement, nous, c'est les sujets généralement qu'on aime le plus parce que c'est
c'est ceux où il y a plus de challenge et surtout on a des gens qui sont passionnés par leur métier et qui essayent vraiment d'y apporter une vraie valeur ajoutée. Donc on va dire que c'est des petits défis intellectuels assez sympas. Et du coup, les marques aujourd'hui, tu penses qu'elles sont conscientes effectivement de cette nécessité d'allier marketing et design, en tout cas d'être centré vraiment sur l'utilisateur. Comment tu perçois toi aujourd'hui le marché? Clairement, on pourrait dire que tu as deux temps. Enfin, tu as deux types de boîtes. Tu as des boîtes qui sont vraiment engagées dans ces choses-là, mais nativement, c'est-à-dire souvent en fait, quand on analyse une marque, on est obligé d'analyser les fondateurs. Pas que, bien sûr, mais si tu veux comprendre une entreprise, il faut que tu comprennes les fondateurs. Et les marques, généralement, qui sont engagées dans ces sujets-là, c'est quand les fondateurs ont vraiment une appétence pour ces sujets. Je sais pas, si on prend par exemple des gens du MBA, tu peux penser à Stéphania et Lucie, Place to Swap, donc économie circulaire. Mais voilà, ça c'est la première typologie de boîte. Et après, tu en as d'autres, en fait, qui sont juste là pour faire de l'argent, ce qui est le principe de base d'une entreprise, mais qui vont en fait plutôt se faire un petit greenwashing, ou en tout cas qui vont se faire un petit vernis sympa. Et dans ce cas-là, on est plus de l'ordre de la communication un peu gratuite. Mais déjà, le simple fait qu'aujourd'hui, ces marques soient obligées de se payer en fait ce vernis te dit déjà qu'il y a des vrais changements de fonds sociétaux. Donc c'est quand même bon signe, même Okay. si on sait que c'est parfois juste au service du pur business. Voilà. Donc pour conclure, on en a encore pour quelques années pour faire cette transition, mais voilà, on sent qu'il y a un vrai mouvement et que ce mouvement va s'accentuer. Et donc même les entreprises qui le font, on va dire, à reculons, sont obligées de le faire malgré tout. Ouais, il y a encore un vrai besoin d'évangéliser pour s'éloigner du marketing à la papa, comme tu disais tout à l'heure. Ou pas tant que ça, peut-être. En fait, si, au final, c'est ça qui est assez étrange, c'est-à-dire que, comme je te le disais, on bosse pas mal avec les startups, et c'est un milieu qui est assez paradoxal, parce que tout bon start-upper qui se respecte a les codes, en fait, le vocabulaire, le wording, comme on dit. Donc, il va parler du UX design, il va te parler de valeur, de mission, de vision, tout ça, il va le dire. Mais en fait, tu en as un certain nombre qui, malgré tout, euh, c'est juste un cours ressassé ou c'est juste un truc qu'ils ont entendu ou lu sur un article et donc ils le prennent, mais sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Donc, quand je dis ça, c'est à la fois au niveau métier, donc sur nos métiers type design, en fait, où ils pensent juste que c'est faire une belle interface, ce qui va bien au-delà sur les études de comportementales, d'ergonomie ou autre, ou du côté de la marque, où en fait, ils pensent qu'ils vont juste mettre trois belles valeurs qui vont bien péter, qui vont faire bien sur le CV, quoi. Oui, il y en a d'autres qui sont bien sûr pas du tout dans cette tendance-là, mais là je te parle de ce côté évangélisation. Donc oui, il y a de l'évangélisation à faire. Après, j'aime pas trop ce terme. Je pense que les marques qui décident vraiment de changer, c'est quand il y a des vraies prises de conscience. Et la prise de conscience, elle est interne. Tu ne peux pas, en fait. C'est comme, on va dire, en psychologie, en fait. Tu peux pas faire changer quelqu'un si la personne n'a pas envie de changer. Donc, on serait présomptueux de dire que notre métier, c'est de changer les choses, même si on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Et du coup, le changement en interne, il vient des fondateurs ou pas nécessairement? Il peut venir des salariés, des collaborateurs? Ça dépend du type de structure. Je te dirais que le changement, souvent, il vient des fondateurs, on va dire, parce qu'en fait, même si on parle beaucoup d'holacratie, de management horizontal ou autre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est avant tout une vision de son fondateur qui recrute après des gens comme lui, qui vont recruter à nouveau des gens comme eux, etc. Donc, en fait, la vision du fondateur, elle est fondamentale. Et après, ça dépend de cette vision en question. Si le fondateur implique ses salariés, les salariés auront un impact sur l'entreprise. Si le fondateur implique peu ses salariés, ils auront peu d'impact. Donc, ça dépend des entreprises. Souvent, ça vient d'une impulsion du fondateur. Quand les salariés sont impliqués, ça vient aussi des salariés. Et parfois, ça vient de la concurrence. Ça veut dire que quand tu vois tes concurrents qui commencent à te doubler des parts de marché ou autres, généralement, ça fait une grosse pression, un gros stress chez certains de nos interlocuteurs. Et donc, ça peut être aussi un facteur de changement. Donc, c'est une question assez compliquée à résoudre en réalité. Mais voilà un peu comment ça se passe de manière générale. Comment tu perçois, enfin tu m'as dit, tu me diras, tu as peut-être déjà un peu répondu là, mais les enjeux du marketing pour les mois et les années à venir?
Ouais, alors les enjeux pour les mois et les années à venir, justement, il est déjà dans la réinvention de son principe même. Petit cours de... Pas désolé, c'est le côté un peu professoral qui prend le dessus, mais, mais par exemple, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing, c'est né dans la forme actuelle, avec les outils qu'on emploie, c'est né environ après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction. Donc l'économie américaine est en surchauffe. Elle produit beaucoup trop de biens et de produits, et donc il nous faut des nouveaux marchés. Et c'est une des raisons du plan Marshall. En fait, les États-Unis ont investi dans la reconstruction de l'Europe pour pouvoir y écouler aussi leurs biens. Alors, le plan Marshall était une très bonne chose pour l'Europe, mais il faut savoir qu'il y avait aussi ces dimensions-là dans le choix américain d'octroyer ces aides. Et donc le marketing est né à peu près à cette époque, notamment par d'anciens militaires, d'où des termes en fait comme cible, comme positionnement en fait qui viennent du vocabulaire militaire. Et donc on est dans une logique dans des économies de rattrapage. Là je parle de l'Union européenne, enfin pardon, de l'Europe, qui n'est pas encore l'Union européenne, et aux États-Unis on est dans une économie de surchauffe. Donc dans tous les cas, on est dans une économie de consommation. Or aujourd'hui, le rattrapage a été fait, la reconstruction, tout ça, on a aussi les 30 glorieuses. Et en fait, ça fait des années qu'on est dans une économie, en tout cas en Europe, qui stagne. Et on va dire même d'un point de vue économique, c'est même un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans des économies qui sont fondées sur la dépense publique. Quoi qu'on en dise, par exemple, en Europe, c'est la planche à billets qui fait aujourd'hui fonctionner l'économie, en partie l'économie européenne. Aux États-Unis, il y a eu un plan là, après le Covid, de 2000 milliards. Cette économie, elle marche déjà sur la tête. Et de toute façon, on ne peut pas être dans une expansion perpétuelle, parce que si tout le monde vit à l'européenne, ou encore pire à l'américaine, en fait, la planète, il faudrait quelques planètes pour réussir à vivre pour tout le monde. Donc en fait, voilà, pour un peu résumer tout ça, le marketing a été fondé sur une société de forte croissance pour vendre un max. Aujourd'hui, il doit se réinventer parce que dans ses principes même, en fait, il ne fonctionne plus avec la société, il n'est plus en phase avec la société dans laquelle il est. Donc ça, c'est le premier défi du marketing et c'est pour ça que c'est intéressant de le croiser avec le design. Parce que le design, le principe de base, c'est de se mettre au service de son utilisateur et de ses besoins. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a une mutation du marketing. Alors, il y a des gens comme Seth Godin qui en parlent très bien, mais ce n'est pas le seul. Justement, en recentrant davantage sur les usages. Ça, c'est la première évolution que doit faire le marketing, mais en fait, qui va être amené à faire progressivement au fil des années. Et la deuxième révolution, je pense que c'est en fait une révolution au niveau des outils même d'usage. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs avec le growth hacking ou le marketing digital, on est allé choper des principes de design pour les appliquer à ces domaines-là et on y ajoute aussi énormément de données. Ce qui veut dire que le marketeur qui est vu un peu comme une espèce de génie solitaire qui a une idée géniale et qui a raison, en fait, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, tes décisions elles sont fondées sur de la donnée, quantitative ou qualitative, et sur l'analyse des besoins. Donc, on revient. Je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs pour le marketing, parce que du coup, ça permet un peu on va dire, de revenir sur un aspect plus métier, plus structurant, et ça répond aussi à la réputation que peut avoir le marketing ou la communication de manière générale. Voilà, un peu pour répondre sur les deux points. Du coup, on peut te retrouver sur LinkedIn où t'es pas mal présent et où tu fais des petites vidéos assez sympas. Je crois que tes associés aussi participent. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de votre production Bah, forcément, c'est un contenu qui a une double visée. La première, elle est forcément une visée de réputation et de visibilité pour nous auprès de notre réseau, pour entretenir l'image de Puzzle, etc. Pour créer aussi du contenu qualifié sur lequel des gens rebondissent, sur lesquels on peut intervenir, etc. Qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est la première, le premier enjeu. Après, tu as aussi tout simplement, en fait, Christina et moi sommes intervenants dans comme je le disais, dans des écoles de commerce où on forme aussi des professionnels. Et en fait, on adore transmettre et on adore former. Donc, c'est à la fois du contenu, on va dire, pour la communication de la boîte, mais c'est juste aussi parce qu'en fait, on lit plein de choses, on se renseigne beaucoup et on aime bien transmettre cette information euh, parce qu'elle nous semble intéressante et a priori, elle intéresse au vu des retours qu'on a. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de contenu sur LinkedIn, beaucoup trop à mon goût. Et voilà, et puis il y a un certain nombre il y en a qui sont de très bonne qualité, et il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est très personnel, mais que je trouve
pas super intéressant. Et donc, on s'est dit, bah, ça serait quoi le contenu que les gens qu'on connaît, donc on a fait voilà, une petite étude, ça pourrait intéresser. Et donc, sur la base de ça, on a bâti ce genre de choses, quoi. D'accord, donc du coup, on peut les retrouver sur le compte de Puzzle ou sur vos comptes perso? Alors, c'est surtout moi qui en fais, et Christina aussi, mais vous pouvez les retrouver sur Ok. nos comptes perso, donc Antoine Voland-Logeret, euh, Antoine VOLAND-LOGERAIS, soit sur le compte de Puzzle, effectivement, Puzzle Agency, donc sur LinkedIn. Ok, super. On est dans un podcast rubrique alumni. Si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui voudraient s'orienter vers le marketing et le design, vers l'UX, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que tu aurais un conseil bien avisé à leur donner? Je dirais, soyez affamés. Vraiment, faut en vouloir. À deux niveaux, faut être curieux déjà. Faut vraiment quitter juste le domaine du marketing. Faut avoir enfin, s'intéresser à des sujets de culture générale, mais pas au sens élitiste. Mais ça peut aller de l'actualité aux questions environnementales, en passant juste par les tendances TikTok ou autres. Moi, je sais que par exemple, je suis vraiment pas fan de pas mal de YouTubeurs ou d'influenceurs sur Instagram, notamment par exemple ce domaine de la beauté ou même certains musiciens, mais je vais quand même les écouter, je vais voir comment les clips sont construits, comment les vannes sont faites pour les humoristes ou autres, parce qu'en fait aujourd'hui, bah, cette pop culture-là, elle est méga importante. Et en fait, si on veut être, je pense, un bon marketeur, faut sortir de son métier. Ça, c'est la première chose. Et affamer aussi, parce qu'en fait, c'est un métier qui est assez... il y a une grosse concurrence, il y a beaucoup de gens. Et il faut, notamment pour ceux qui veulent monter leur propre structure, faut savoir que vous allez vous prendre des coups dans la gueule, quoi. Nous, non, mais à Puzzle, on s'est pris des branlées, tu vois, à certains moments. Alors, enfin, voilà, donc c'est pas évident et il faut être tenace. Voilà. Même, Ok, un incontournable du marketing digital en 2021, sinon, ce serait quoi pour toi? le growth, c'est la tendance du moment. Alors juste pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le growth hacking? Donc, ça veut dire hacker la croissance. En fait, c'est du marketing. En fait, c'est tous les outils du marketing digital dans un mindset qui consiste en fait à deux choses. Déjà, d'être toujours dans une expérimentation constante, donc de faire rapidement des tests sur des solutions qui ne sont pas forcément finalisées, mais pour en tirer les enseignements et les améliorer au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, en fait, on va dire, c'est un marketing frugal. Donc, toujours en fait, la logique, c'est d'optimiser à fond tout, la temporalité, les tests, souvent aussi, c'est un marketing qui est limite en termes de légalité. Voilà, il y a souvent des choses qui sont pas forcément très, soit on est border sur l'égalité, soit on va dire en termes d'éthique, qui peut être sujette à caution. Voilà, c'est un peu du marketing de pirate. Mais le côté débrouillardise et le fait de maîtriser plusieurs outils, et notamment d'automatisation, est vraiment importante, je pense, pour tout professionnel du secteur, même s'il n'est pas amené à tous les utiliser. Ok. Et donc alors, grosse tendance actuelle, donc avec le pire et le meilleur. C'est ça, comme toujours, mais il y a toujours du bon aussi. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, là, pour le coup, c'est une bonne chose. Après, là, le pire, on va dire, c'est que vous avez beaucoup de... Moi, j'en vois plein passer, plein de personnes qui promettent la Lune et qu'en suivant leur formation ou en achetant leur pack de 100 emails, vous allez d'un seul coup devenir top 10 du marketing ou autre. Et ça, c'est forcément, hein, c'est des charlatans. Tout projet demande du travail. Il y a quelques réussites fulgurantes qui existent et qu'on documente beaucoup. Mais la réalité, c'est que pour une réussite fulgurante, par exemple, si on prend l'univers startup, sur 100% des boîtes qui sont créées, au bout de 3 ans, vous en avez 90% qui se sont tollés. Et sur les 10% restants, vous comptez les entreprises comme la plomberie ou autres, qui sont, on va dire, des entreprises qui ont un marché assez facilement. Donc, en fait, en réalité, le ratio startup qui fonctionne est très faible. Donc, voilà, il faut en avoir conscience. On en tire des enseignements, mais voilà, faut se méfier des vendeurs
des vendeurs de succès fulgurants et rapides. Ok, super, merci. Donc, pour te retrouver, c'est sur LinkedIn ou est-ce que tu as d'autres réseaux préférés où tu communiques beaucoup? TikTok peut-être? TikTok, non, je consomme du contenu TikTok, mais je ne danse pas ou je ne fais pas de. Il n'y a pas que de la danse maintenant, il y a plein de formats, c'est vraiment passionnant. Mais à un moment donné, voilà, il faut choisir ses combats. Twitter, mais je poste plus beaucoup Ouais. parce que ça prend du temps tout simplement. Donc je préfère me concentrer sur 2-3 posts par semaine de qualité sur LinkedIn. Et après, je suis à peu près sur tous les réseaux, hein, c'est juste que j'ai un compte, mais je réponds vite. Voilà. Merci Antoine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose du coup? La question que je n'aurais pas posée. Une remarque, voilà, qui est liée au DMB d'ailleurs, parce que c'est une des valeurs du DMB, c'est la bienveillance. Euh, on, on vit dans un monde incertain, bon ça on le sort à toutes les sauces, mais c'est vrai. Et on vit dans un monde qui va être de moins en moins facile en réalité dans les prochaines années. On ne peut pas se voiler la face en fait. Tous les indicateurs sont dans le rouge. On va se prendre pas mal de crises dans la poire. Donc je pense que aujourd'hui plus que jamais, en fait, la solidarité elle est méga importante. Et la solidarité des gens du DNB entre eux, mais aussi en tant qu'humains entre nous. Et voilà, et ça rejoint ce que je disais sur le marketing qui doit faire SAMU, mais voilà, c'est une valeur vraiment très, très profonde pour moi. Et voilà, donc. Que vous affichez d'ailleurs, je voyais sur la homepage de Puzzle. Oui, alors on l'a rajouté pas sur la home, sur la page agence. Ouais. On voulait pas non plus trop en faire. Ah oui, humainement digitaux, ouais. Bah oui, parce que on trouve ça. Parce qu'en fait, on a nos jobs, on gagne de l'argent avec, mais on est tous engagés et bénévoles pour des causes en parallèle. Et même sur notre temps professionnel, en fait, on prend du temps avec des gens qui ont besoin de conseils ou autres. Mais parce on peut pas, si on passe un tiers de notre vie au boulot, voire un plus quand on est entrepreneur, si c'est juste pour faire du fric, en fait, ça n'a pas de sens. Euh, donc, c'est ça. Fondamentalement, personne ne se satisfait en fait juste de gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, je pense. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie. Et en fait, l'argent devrait servir à faire vivre, tu vois, salarié, soi-même. Et, euh, et voilà. Et en fait, si l'argent devient le principal moteur du monde, bah, ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Donc, bien sûr, il faut faire de l'argent, mais il faut le faire de façon raisonnée au service toujours de la société et des individus. Ouais, bien d'accord. Quel beau mot de fin. Au revoir Ah. Antoine. Salut Camille. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.